Bonjour à tous et bienvenue sur la web télé Leclerc et vous. Nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Bouvret, vétérinaire et comportementaliste. D'abord, je voudrais vous remercier parce qu'on a reçu pour ce dialogue en direct plus de 350 questions. Alors, on va essayer de répondre à tout le monde, de faire notre maximum pour répondre à toutes ces questions. Antoine, ça va? Ça va très bien, enchanté. Vous êtes prêt? Enchanté. Ouais. Alors, on va commencer par une question de Rose qui nous demande quoi faire pour faire du canicross avec sa femelle boxer de 17 mois. Quels sont les conseils que vous pourriez lui donner par rapport à sa santé? Est-ce qu'il faut faire une écho cardiaque? Merci Rose. Alors, Rose, elle pose cette question parce que les boxers, ils ont certaines maladies génétiques au niveau du cœur. Donc, il faut prendre des précautions avant de lui faire du sport. Le canicross, c'est en fait de la course à pied avec son chien à côté, avec un harnais et une laisse un petit peu spéciale. C'est une activité qui est absolument géniale. Alors, le premier conseil d'ordre général pour tous les chiens, c'est qu'il faut y aller lentement et doucement. À 17 mois, le chien est bien formé, donc il peut commencer à faire du sport, mais il faut y aller progressivement. Comme n'importe quel athlète, il a besoin d'entraînement pour développer ses muscles et pour que ses tendons se fortifient un petit peu. L'échographie cardiaque, oui peut-être, pourquoi pas. Il faut en fait que son vétérinaire l'ausculte attentivement pour savoir s'il y a un souffle au cœur qui éventuellement indiquerait de faire des examens complémentaires un petit peu plus poussés. Mais ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est une belle activité. D'accord. Alors une autre question de Marie, cette fois, qui demande si son chihuahua de 1 an ne veut pas manger de croquettes, et elle veut savoir si elle peut lui donner de la pâtée. Alors, il n'y a aucune contre-indication à la pâtée. Pâté ou croquettes, les croquettes sont vraiment plus pratiques, mais il faut être clair, sont moins appétissantes pour un chien en général que les pâtés. Alors, surtout quand on donne des croquettes à disposition et de temps en temps, le matin et le soir, de la pâtée, très souvent les chiens deviennent sélectifs, c'est-à-dire qu'ils vont préférer la pâtée, ne pas manger les croquettes. Mais ça pose aucun problème dans l'absolu. Ce qui compte, c'est de donner de la pâtée de bonne qualité. Et sinon, il n'y a aucun problème. Les apports nutritionnels sont excellents dans les deux cas si c'est des produits de bonne qualité. Et comment on reconnaît des produits de bonne qualité, donc? Alors, L'emballage? les produits de bonne qualité, il faut lire les compositions. Chaque produit est différent et donc il faut voir un petit peu les compositions et voir si les matières premières sont de bonne qualité, mais ça, c'est un petit peu difficile. Merci beaucoup. Alors, une autre question de Joffre qui demande comment punir son chat après une bêtise et lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit de recommencer. Et qui vous remercie. Alors, c'est une bonne question parce que c'est très très difficile de punir entre guillemets un chat. Le lieu commun dit qu'il faut le prendre par la peau du cou et le gronder ou l'agiter, etc. C'est des bêtises, il ne faut surtout pas le faire. Les mamans ne punissent jamais leurs chatons en les agitant par la peau du cou. Elles les transportent d'un endroit à l'autre par la peau du cou, mais elles ne les agitent jamais comme ça. C'est quelque chose qui est très violent et le chat va vraiment passer un très mauvais moment. C'est pas du tout anodin. Donc, il ne faut pas le faire. L'autre question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il faut le punir et est-ce qu'il va vraiment comprendre quelque chose ou est-ce qu'il va juste être terrorisé? Quand un chat fait un comportement indésirable, par exemple, s'il va gratter dans un pot de terre, l'idéal, c'est d'être disruptif, c'est-à-dire ne pas avoir d'interaction directe en touchant le chat, mais de lui envoyer un objet dessus, par exemple. Pas quelque chose qui lui fasse mal, mais un paquet de mouchoirs ou alors un jeu de clés qu'on lance à côté qui va faire du bruit, qui va le faire sursauter et le faire systématiquement. Il existe des dispositifs, par exemple pour les chats qui s'approchent des plantes vertes, qui se mettent juste à côté de la plante verte avec un petit capteur visuel. Et dès que le chat passe devant, ça envoie un jet d'air comprimé. C'est pas douloureux, juste ça fait du bruit, ça fait un gros pchit à chaque fois qu'il passe devant l'objet. Et ça, c'est la punition parfaite parce qu'elle a lieu systématiquement à chaque fois qu'il s'approche de ce dont il n'a pas le droit. Ça lui fait pas mal. Et juste, au bout d'un moment, il va s'en écarter, il va apprendre qu'il ne faut plus s'approcher de cet endroit-là. Et surtout, on n'a pas le côté correction, bagarre entre le maître et le chat, qui peut avoir plein de conséquences pas rigolotes, parce que le chat peut se retourner, se rebiffer et se battre avec son maître, et ça, il ne faut surtout pas le faire. D'accord, alors pour conclure, on ne punit jamais son chat directement, on essaye de l'effrayer. Jamais de punition corporelle directe. D'accord.
Alors on va passer à une autre question, Passionata cette fois, qui nous dit qu'elle a récupéré un chaton de 2 mois et demi dans la rue et que ce dernier n'est pas sociabilisé. Donc il feule, il griffe, il mord. Elle a réussi une fois à le prendre, mais à peine reposé, il va se cacher et ne se laisse plus du tout approcher. Avec ruse, elle arrive à l'attraper une fois par jour, mais le manège se répète à chaque fois. Elle l'a depuis une semaine, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, une semaine, finalement, c'est peu de temps pour un petit chat qui, pendant ses 2 premiers mois, s'est développé dans un environnement totalement différent et probablement qu'il n'a jamais vu d'être humain. Donc pour le moment, ce petit chat de 2 mois et demi, l'être humain, c'est quelque chose d'inconnu et d'effrayant. De même que l'appartement dans lequel il vit actuellement. Donc c'est pas du tout son environnement et il faut hélas faire preuve d'une grande patience. Et il ne faut pas lui imposer un contact dont il n'a pas envie. C'est pas comme ça qu'il va s'y habituer, c'est-à-dire aller le chercher quand il n'en a pas envie pour le prendre, pour avoir une interaction forcée, c'est pas une bonne chose. Parce qu'il peut s'y habituer, mais tout aussi bien il pourrait s'y sensibiliser, ça peut être de pire en pire. Donc vraiment, il faut beaucoup de patience, être le plus neutre possible et ne lui apporter des petites friandises, des petits bouts de fromage, des petits bouts de jambon. Il faut l'amadouer. Voilà, vraiment, il faut l'amadouer, il faut l'apprivoiser pour le coup, parce que même si c'est un animal domestique, c'est pour le moment un petit sauvageon. Mais avec le temps, ça va très bien se passer, il est encore jeune, mais il ne faut pas forcer les choses. Passionata, la patience est mère de sûreté. Alors une autre question de Tine. J'ai adopté un bichon et il a une hernie sur le nombril. Mon vétérinaire m'a dit que ce n'était pas grave, mais je trouve que ça grossit et je m'inquiète. D'accord. Alors, une hernie, en fait, c'est une petite boule de gras qui est ici au niveau du nombril pour le coup. C'est assez fréquent. Et en fait, c'est au niveau du nombril, il y a des muscles normalement qui se referment pendant la vie fœtale. Et parfois, ça ne se referme pas complètement. Il y a un tout petit peu de gras qui est à l'intérieur de l'abdomen, qui ressort, qui se met à l'intérieur de cette ouverture et qui fait une petite hernie. D'accord. Si cette hernie, elle ne bouge pas, il n'y a rien de grave. Ça peut être complètement neutre, c'est-à-dire juste un petit peu de graisse qui est sous la peau et qui va rester complètement neutre. Par contre, si ça évolue, si ça se met à grossir, et surtout si ça se met à grossir du jour au lendemain, là il faut consulter parce que ça veut dire qu'il y a d'autres, soit encore de la graisse qui bouge et qui se met dans la hernie, soit éventuellement un petit peu d'intestin, c'est moche, qui passe dans la hernie. Et ça pour le coup c'est grave et il faut voir son vétérinaire si ça évolue. Mais il y a des animaux qui vivent toute leur vie avec cette petite hernie de 1 ou 2 cm qui ne bouge pas et ça pose absolument aucun problème. D'accord, alors allez consulter si ça grossit. Voilà. Une nouvelle question de Sissi. Bonjour Antoine. J'ai vu en magasin des laisses pour chats. À quoi ça sert? Dans quel contexte? J'ai un jeune chat et vis en appartement, mais ce serait donc utile pour faire sortir mon chat? Merci. Alors, la laisse pour chat, il faut faire très attention. Déjà, s'il faut faire sortir son chat en laisse, quoi qu'il arrive, je vous conseille vivement de mettre un harnais plutôt qu'un collier. Si le chat a un grand coup de peur et que le collier est mal ajusté, il peut le retirer et se sauver. Donc il faut faire très attention. Si ça peut faire du bien au chat d'être à l'extérieur, pourquoi pas? Si c'est pour votre plaisir à vous, il ne faut pas que ça terrorise le chat. Il faut être respectueux de cela. Une sortie en laisse pour un chat, ça a très peu de valeur. Par rapport à un chat qui peut décider lui-même de sortir et d'explorer un environnement, un jardin et d'aller se balader, même pas très loin, même pas très longtemps. Être en laisse, c'est vraiment pas naturel, c'est pas lui qui va décider où aller, c'est pas lui qui va pouvoir décider s'il peut aller avancer, se cacher, se soustraire à quelque chose qui lui fait peur. Donc il faut faire un petit peu attention à ces balades en laisse. Il y a certains chats qui sont très habitués, qui adorent ça, mais c'est pas du tout quelque chose de naturel pour le chat, il faut faire attention. D'accord. Une nouvelle question de Chenapan cette fois. Bonjour, mon chien, un petit York âgé de 12 ans, sent mauvais de la gueule. Je lui passe un dentifrice, lui donne des produits type Denta, etc. Mais ça ne fait pas grand-chose. Peut-on lui brosser les dents avec du bicarbonate de soude? Il a des problèmes de mobilité avec ses pattes arrière. Petite précision. D'accord. Alors, un petit chihuahua de 12 ans, si vraiment il sent mauvais au niveau de la bouche, alors déjà il faudrait qu'il soit examiné pour voir s'il a beaucoup de tartre sur les dents. S'il y a 1 cm de tartre sur chaque dent, vous pouvez mettre tous les produits du monde, ça ne retirera pas le tartre.
Et le tartre, c'est de la plaque dentaire, c'est plein de petites bactéries qui se sont incrustées. C'est pour ça probablement qu'ils sont mauvais de la gueule. Dans ces cas-là, et là, s'il n'y a pas 36 solutions, il faut faire un détartrage complet pour retirer complètement le tartre et assainir complètement la bouche. C'est le vétérinaire qui fait ce Alors, détartrage? c'est le vétérinaire qui fait le détartrage. Et pour les animaux, ce détartrage, il se fait sous tranquillisation, sous anesthésie générale. D'accord. Parce qu'il y a peu de chihuahuas qui acceptent de garder la bouche grande ouverte pendant les 30 minutes du détartrage. Ils ne sont pas d'accord en général. Donc c'est sous tranquillisation. À 12 ans, peut-être qu'il faudra faire des examens pré-anesthésiques pour savoir s'il n'y a pas de souci pour l'anesthésier. Et par contre, après le détartrage, une fois que la bouche est bien belle, on peut faire des dentifrices, pas le bicarbonate, ça ne sert pas à grand-chose, c'est compliqué, mais il y a des dentifrices et des petites lamelles à mâcher. Il y a plein de choses pour entretenir la santé bucco-dentaire. Mais s'il y a énormément de tartre avant, ça ne marchera pas. D'accord, merci. Alors, une nouvelle question de JP. Bonjour Antoine. Ce temps de neige d'aujourd'hui me fait poser une question. J'ai un jeune chien, dois-je lui mettre un manteau par ce temps glacial ou n'est-ce pas nécessaire? Alors, JP ne nous dit pas quel âge il a, son Alors, chien, on n'a pas de race. précision ni sur la race ni sur le chien. Alors peut-être justement... Du coup, JP, je ne vais pas pouvoir vous répondre de manière très précise, mais si c'est un chiot qui a 2 mois d'une toute petite race, il faut lui mettre un manteau et éventuellement le porter dans son bras dans un pull. Plus l'individu est petit, plus il va avoir de pertes thermiques importantes. Donc même un chien adulte mais de petite taille, les petits chihuahuas ou les petits yorkshires qui font 2 ou 3 kilos, ils se refroidissent vite. Ils se mouillent très vite le ventre quand il neige comme ça. Donc il faut faire attention, ils perdent rapidement de la température. Donc ça, le premier facteur, c'est la taille. Donc oui, on peut mettre un manteau. Et il y a les facteurs de vulnérabilité. Sur les individus de grande taille mais qui sont très âgés, oui, il faut mettre des manteaux parce qu'ils ont du mal à se thermoréguler, ça leur demande beaucoup d'énergie. Et sur les jeunes, sur les très jeunes, s'ils ont vraiment 2-3 mois, moins de 10 kilos, on peut lui mettre un manteau. Ou alors faire des balades plus courtes, bien surveiller qu'ils ne se mettent pas à grelotter et bien le sécher en rentrant à la maison. D'accord, alors a priori, si c'est un grand chien rustique, pas besoin de manteau. Si c'est un grand chien de 6 mois, il peut faire une grande balade, ça va aller. Merci. Alors une nouvelle question de Eziram. Donc Fidji Beagle perd beaucoup ses poils toute l'année. Que faire? Alors, un petit beagle, alors c'est difficile. Si la perte de poils elle est constante, si le reste du pelage est beau, s'il a un poil qui est brillant, s'il n'a pas de zone où il a des rougeurs sur la peau, s'il n'a pas de zone sans poils du tout, ça peut être juste de la mue continue et c'est tout à fait normal, il n'y a rien de pathologique là-dedans. Donc vraiment la seule chose à faire c'est soit de le brosser, soit il y a des petits gants avec des picots en caoutchouc et on peut passer ça comme en le caressant pour récupérer les poils. Mais si le poil et la peau sont sains et sont beaux, bah, normalement il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a certains compléments alimentaires avec des oméga 3, des huiles oméga 6 qui permettent d'avoir une meilleure santé de la peau, du poil et du coup de renforcer un petit peu, de ralentir un petit peu les mues. Ça peut être éventuellement intéressant. Ok, alors bien s'occuper du chien, éventuellement voir pour l'alimentation et puis au pire acheter un rouleau pour les vestes. Voilà. Alors une nouvelle question d'Hermine qui a un hamster depuis peu. Donc j'ai une cage très simple, dois-je investir dans une cage plus élaborée pour qu'il s'épanouisse mieux? Un petit peu comme celle-là peut-être. Alors, c'est une très très bonne question. Il faut bien voir que tous les animaux, les chiens, les chats et les hamsters, ils ont besoin d'une certaine quantité d'activité. Okay, et même si c'est en cage, le fait de mettre un animal dans une petite cage de 20 cm par 20 cm, ou même une grande cage mais complètement vide, pour eux, le milieu est tellement pauvre qu'ils ne vont pas faire grand-chose de leur journée. Donc pour le bien-être des animaux captifs, puisque c'est le cas pour tous nos animaux de compagnie, il ne faut pas hésiter à systématiquement enrichir les environnements. Donc mettre des jouets, mettre différents substrats, c'est-à-dire d'un côté peut-être du foin, de l'autre de la litière, qui est plusieurs endroits différents, et encore à un autre endroit peut-être des couvertures ou un petit peu de coton pour qu'il puisse se cacher, pour qu'il puisse déchirer, pour qu'il ait vraiment le choix de différentes activités, différents endroits où s'installer, des petits trous d'exercice et des petits jouets.
ou éventuellement un autre hamster, un copain pour aller avec. Ça peut enrichir l'environnement. Dans l'idéal, une grande cage, un copain et des accessoires. Plein d'accessoires. Il faut que ce soit Disneyland dans sa cage. Ça va alors. Une nouvelle question de Liliane. J'ai une chienne stérilisée qui est en excès de poids malgré les croquettes diététiques qu'elle doit prendre. Et elle doit prendre 2 cachets par jour pour la circulation du sang, qu'on a bien d'ailleurs du mal à lui faire avaler. Soit dans un morceau de viande, rien d'autre, quand elle est décidée. Alors j'imagine que la question, c'est pour savoir comment l'aider sur cette perte de poids et comment lui faire ingérer ces cachets plus facilement. Ok. Alors, les chiennes stérilisées, leur métabolisme est très très rapidement modifié. Et donc, il y a un risque de surpoids. Donc, la vraie réponse à votre question, et j'en suis désolé, c'est de faire vraiment du préventif, c'est-à-dire, dès qu'un animal est stérilisé, bien suivre sa courbe de poids. Parce que empêcher un animal de grossir, ça se fait, c'est pas facile, il faut être attentif. Faire maigrir un chien, c'est difficile, la preuve. Alors, il faut calculer une ration très précise. C'est vraiment ça qui est important. C'est de savoir, en fonction du type de croquette, là je ne pourrais pas vous répondre de manière précise, mais en fonction du poids du chien, en fonction de son poids objectif, on détermine un nombre de calories qu'il doit prendre dans la journée et on regarde à quelle quantité de croquettes ça correspond. D'une marque de croquettes à l'autre, il y a certaines croquettes light, d'autres des ultra light, et il faut regarder à quoi ça correspond. C'est-à-dire que par exemple, 100 grammes d'une croquette light, ça peut représenter 120 grammes d'une croquette ultra light. Ce qui veut dire qu'on pourrait, avec des croquettes ultra light, par exemple, donner un peu plus, 20% en plus de croquettes. Ce qui aiderait la chienne à se sentir rassasiée, à moins réclamer, et pour autant ne pas avoir forcément plus d'apport calorique. Sinon, éventuellement, alors il faut calculer les rations, mais on peut éventuellement faire cuire des courgettes, et rajouter 1 ou 2 cuillères à soupe de courgettes pour un gros chien par jour pour donc les courgettes, mettre tout du simplement lest cuite. Cuites dans de l'eau, sans Cuite dans sel. de l'eau, à la vapeur, sans sel, sans huile, etc. C'est relativement neutre, c'est de l'eau entre guillemets. Il faut faire attention parce que ça fait un apport de fibres qui est différent, donc il faut le faire doucement pour avec éviter de lui donner la diarrhée les premiers jours. Mais ça peut être par exemple quelque chose d'intéressant. D'accord. Et pour donner le comprimé, il faut lui donner quand même quelque chose d'appétissant, qui ne soit pas trop riche. Alors, un petit bout de fromage éventuellement, un petit bout de jambon, c'est pas énorme. Mais il faudra déduire le jambon, les calories du jambon de sa ration. D'accord, donc rentrer presque dans des calculs. Il faut calculer au moins une fois la dose pour savoir à peu près ce qu'on donne et quelle quantité on doit donner par jour. Et puis augmenter la dépense physique, évidemment, ça peut être très intéressant. D'accord. Merci. Alors, une nouvelle question de Doudou. Donc, bonjour, mon chat Doudou est un mâle castré de 3 ans. J'habite à la campagne et je pense qu'il a marqué son territoire, ce que doivent contester les autres chats aux alentours. Cela engendre quelques bagarres et Doudou rentre avec des égratignures. Quel produit faut-il pour le désinfecter? Merci. Alors, pour les griffures de Doudou, si c'est des petites balafres superficielles, alors en général c'est au niveau du cou, très souvent, au niveau de la face, vous pouvez mettre des désinfectants qui ne piquent pas, qu'on utilise pour nous humains. Comme par exemple bétadine. Alors, la bétadine, ça va être un petit peu colorant, c'est un peu irritant. Et c'est un bon désinfectant, mais en termes de cicatrisation, c'est pas forcément génial. D'accord. En revanche, les produits désinfectants à base de chlorhexidine ne piquent pas, sont très très bons désinfectants. Il faut surveiller par contre dans les jours suivants les grosses bagarres, que Doudou il se mette pas à être un peu fatigué, qu'il n'y ait pas une grosse boule qui se mette à pousser ici ou là, parce que ça voudrait dire qu'en plus des griffures, il a eu une morsure qui est en train de faire un abcès. Okay. Et là, pour le coup, la désinfection ne suffit pas, il faut mettre sous antibiotiques, donc visite chez le vétérinaire. Et alors, petite précision, est-ce qu'il y a des désinfectants qu'on doit complètement proscrire? Non, a priori... L'alcool à 90, c'est une mauvaise idée pour Doudou. D'accord. Ça fait mal, non, c'est trop irritant. Merci. Alors, nouvelle question de Elliot, qui a un berger malinois de 5 ans. Adorable compagnon, sociable avec tout le monde, même avec son chat. Mais il a un défaut, je n'arrive pas à lui faire passer. Il ne supporte pas les autres chiens, surtout les mâles. Que dois-je faire? Merci. Ok. Alors, ça, c'est une question qui est très intéressante.
Et la plupart du temps, c'est... Alors, on ne sait pas si ce petit chien, il est castré ou pas. Alors non, pas de précision. Non. On a son âge. C'est un chien mâle. Les chiens mâles qui n'ont pas beaucoup de capacité sociale, ils ont du mal à se croiser dans la rue. Surtout en général quand on les présente en laisse et qu'ils ont commencé à leur jeune âge, au moment de la puberté, à se grogner un petit peu dessus. Et ben, en général, on les rattache, on les met de plus en plus en laisse, on esquive de plus en plus les congénères. Et du coup, ils désapprennent à se comporter correctement avec les congénères. Et c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'ils systématisent ces agressions vis-à-vis des congénères mâles. Donc, il y a plein de choses à faire, mais ça passe par un gros travail avec, je pense, un éducateur et éventuellement avec des éducateurs qui ont, eux, des chiens hyper compétents du point de vue social, qui vont se laisser grogner dessus par ce chien sans répondre, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent et que finalement ils arrivent à des rituels de présentation, de communication et qu'ils réapprennent à se présenter. Et ça doit se faire dans un cadre vraiment sécurisé, avec un professionnel de l'éducation, éventuellement avec d'autres chiens qui ont l'habitude de ces exercices-là, et dans un cadre sécurisé. Il ne faut surtout pas demain détacher la laisse dans la rue et le laisser aller voir les autres chiens parce que ça risque de ne pas se passer correctement, évidemment. Autre précision, si ce chien n'est pas castré, il y a une bonne amélioration. Ce n'est pas la solution absolue, c'est pour ça que j'en parle en dernier. Il faut vraiment être clair là-dessus. Mais le fait de castrer un chien mâle qui a des difficultés relationnelles avec les autres chiens mâles en particulier, ça améliore de 60% ses problématiques. Ce n'est pas la solution totale, c'est-à-dire que si ce chien il n'est pas castré, qu'on fait une castration, demain dans la rue il se comportera de la même manière. Mais le cumul des deux, en fait la castration va diminuer l'impulsivité vers les autres mâles. Donc ça peut être un facteur de réussite intéressant. Mais il y a un boulot d'éducateur à faire avant. D'accord, ouais. Avant donc la castration, avant, pendant, après. Il faut surtout envisager, ne pas encourager le comportement de l'animal en le désociabilisant et puis aller voir un éducateur. Voilà, exactement. Merci. Alors, nouvelle question de Jean-Claude cette fois. Notre chat adore manger les reliquats de nos repas, comme lécher une assiette, un bol. Cette pratique est-elle déconseillée? Alors, déconseillée d'un point de vue santé, a priori non. Mais avec modération, c'est-à-dire que si ce chat il boit l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sauce de viande très grasse, ça peut lui faire un apport calorique et en gras conséquent. Donc ça, il faut faire attention. Mais si ce chat il n'a pas de problème de surpoids, en termes d'alimentation et de santé, ça pose vraiment pas de souci. Il ne faut pas lui donner de chocolat, par contre. Tout sauf mais le sinon, chocolat. Voilà, ça ne pose pas de problème particulier, il ne faut pas que ce soit trop riche. Après, en termes de comportement de manière stricte, pareil, ça ne pose aucun problème de récompenser son animal et de partager quelque chose, une friandise avec lui à table. Mais, il y a un mais, il y a toujours un mais. En lui proposant cela, il va s'y habituer et il va potentiellement le réclamer. Donc en fonction du tempérament de l'animal que vous avez en face, qui est avec vous et qui vit tous les jours avec vous, il risque de réclamer de manière plus ou moins constante et insistante cette petite récompense. Donc il faut savoir si on arrive à gérer son chien ou son chat, etc. Il y a certains chats qui restent sur la table et qui remontent 25 fois tant qu'ils n'ont pas leur récompense. Et d'ailleurs, il n'y a pas de problème à laisser le chat manger sur la table. Il ne faut pas le laisser plutôt au pied au niveau de... Ça n'a aucune importance si ce n'est en termes d'hygiène. Avoir un chat sur la table, voilà, il y a des poils, des parasites éventuellement, etc. Donc il faut savoir ce qu'on fait. Alors un petit mot de Wouf qui voulait juste nous remercier pour ce live qui est très intéressant. On apprend beaucoup. Merci Wouf. Merci. On continue donc avec une question de Cerise qui dit bonjour premièrement et qui aimerait adopter des inséparables. Mais elle a peur que ça fasse trop de bazar sonore. Rendre fou ses voisins peut-être. Est-ce que ça sera forcément le cas? Alors, ça ne sera pas forcément le cas, mais je ne connais pas ses voisins. Je ne sais pas à quel point ils sont tolérants. Les niveaux sonores sur ces petits oiseaux-là sont pas catastrophiques et c'est surtout situé plutôt pendant la journée. Donc en général, on arrive aussi avec des bons aménagements et des bons équipements à avoir des oiseaux qui ont assez d'activité et qui
pareil, hein, si la cage est de bon volume, en général, ils arrivent à avoir de l'activité, des interactions entre eux. Ils vont chanter, c'est sûr, ça amène pas des décibels infernales. C'est pas comme un perroquet, en revanche, ça peut vraiment, vraiment hurler très, 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 très fort. Mais les inséparables, c'est des niveaux sonores à peu près tolérables. Donc peut-être demander aux voisins avant, mais a priori, ça devrait aller. Voilà. Une nouvelle question de C'est moi, qui nous dit « Bonjour, tout le monde est très poli ce soir, ce midi, pardon. Comment faire pour que 2 chats mâles et femelles s'entendent sous le même toit? Une minette de 4 ans et un chat de 8 mois adopté à la SPA, la minette se fait un malin plaisir à courir vers lui pour lui donner des coups de patte avec ses griffes. Cordialement. » Ok. Alors, déjà, c'est cool d'avoir adopté un petit chat, un nouveau à la maison. Donc ça, félicitations. Alors, pour le nouvel arrivant à la maison, il y a 2 règles pour les chats. La première, c'est de prendre sur soi, et dans 99% des cas, il faut laisser faire. Si on a des chats qui sont à peu près, au niveau comportement, qui sont à peu près normaux, la plupart du temps, ça fait beaucoup de bruit. Ils peuvent se bagarrer, ils peuvent se sauter dessus, ils peuvent se mettre des coups de patte parfois. Ça peut faire beaucoup de bruit, on appelle ça des escarmouches. Il peut même y avoir un petit peu de poils qui volent, mais dans 99% des cas, il y a rarement de blessures graves. Ça, c'est la première chose, mais il faut prendre sur soi. Il ne faut jamais les présenter dans les mains, comme ça, en les forçant à se rencontrer. C'est bête, mais les gens veulent contrôler, veulent pas qu'il y ait de bagarre, donc ils veulent contrôler le chat et ils les présentent dans les mains. C'est la pire chose à faire. C'est comme le chien en laisse dans la rue, il n'est pas libre de ses mouvements, de tourner autour du congénère. Pour le chat, c'est la même chose, ils ont besoin eux-mêmes de gérer leur distance d'approche, de pouvoir s'écarter, se rapprocher, se cracher dessus, etc. Donc il faut les laisser faire. Il ne faut surtout pas punir, c'est ce qu'on disait tout en début, c'est-à-dire que le chat qui crache parce qu'il a peur d'un congénère, parce qu'il est acculé, si on le punit en lui mettant une tape, il va prendre ça évidemment comme une agression. Donc on va rajouter du stress, de la peur, de l'agression. Donc vraiment, il ne faut pas le faire. En règle générale, ce qu'il faut faire, c'est le nouvel arrivant, on le prend dans une grande boîte de transport où il peut être confortable, on lui met une couverture, où il peut se poser, et on met la boîte de transport au milieu de la pièce à vivre. D'accord. En laissant le chat de la maison se balader, tourner autour, il va venir, il va renifler, il va cracher peut-être, ils vont essayer de se donner des coups de patte à travers la boîte. On les laisse comme ça pendant 1 ou 2 ou 3 heures, sans aucun problème, si c'est confortable pour l'autre petit chat. Et quand ils se sont un petit peu oubliés l'un et l'autre, on laisse la porte ouverte. Une fois que la porte est ouverte, on laisse le nouvel arrivant décider de se balader ou pas. Peut-être qu'il va mettre 1 ou 2 ou 3 heures avant de sortir, mais on le laisse faire. On le laisse spontanément sortir. Et si l'autre le guette ou si l'autre l'attend à la sortie, il pourra retourner se planquer dans sa petite boîte. Et après, les choses vont se faire naturellement. Mais alors, dans le cas précis, l'adoption est déjà faite. Donc, comment un petit peu calmer le jeu? Alors, les choses vont se faire naturellement a priori. C'est-à-dire que pour le moment, la minette continue à aller lui mettre des petites baffes. Je pense qu'elle va l'accepter rapidement, il faut laisser faire. Il ne faut pas hésiter à enrichir encore une fois, je le redirai à chaque fois sans hésiter parce que c'est vraiment très important, enrichir l'environnement, qui est 3, 4, 5 gamelles de croquettes à la maison pour qu'ils puissent aller choisir un endroit sans croiser la minette de 5 ans, qu'ils puissent aller manger ailleurs, qu'il y ait au moins 2 litières, qu'il y ait plein d'endroits pour se coucher et plein d'endroits pour se cacher, des endroits pour monter dans la commode pour aller se planquer un petit peu. Et petit à petit, ayant chacun leur partie privatisée, la colocation va s'instaurer petit à petit dans les zones communes. Donc laissez faire. Ouais, laissez faire enrichir l'environnement. Alors une nouvelle question de Victor. Bonjour, mon chat Ciboulette fait ses besoins dans les plantes de la maison. Comment faire pour qu'elle arrête? Alors, la malpropreté chez le chat, il y a plein de choses à évoquer. Si elle fait dans les plantes, peut-être qu'elle a eu l'habitude, peut-être qu'elle sortait, on ne sait pas si elle sort ou si elle est en appartement. Peut-être qu'à un moment donné dans sa vie, elle sortait, qu'elle faisait ses besoins dehors dans la terre. Donc peut-être que c'est le substrat, la terre, qu'elle préfère pour faire ses besoins tout simplement. Et peut-être que la litière artificielle que nous, on lui a mis en place, on a décidé que c'était là-dedans qu'elle devait faire pipi, mais peut-être que ce n'est pas ce qu'elle préfère. Si c'est le cas, c'est vraiment la situation la plus simple, il suffit de mettre du terreau dans la litière. D'accord. Et éventuellement de mettre une petite protection par-dessus la plante verte. Et éventuellement,
pas de répulsif autour de la plante, mais le petit système dont on a parlé tout à l'heure, où dès qu'elle passe devant, il y a une petite fenêtre optique qui s'allume et pchit, il y a un petit pchit qui la chasse. Ça peut être intéressant. En revanche, il faut savoir, et bon, là on n'a pas les informations, mais il faut savoir si elle fait pipi 10 fois par jour. Est-ce qu'elle n'a pas une cystite, cette minette? Est-ce qu'elle faisait avant dans son bac, mais que maintenant elle a décidé d'aller dans un autre endroit? Peut-être qu'elle avait mal en faisant pipi parce qu'elle avait des problèmes urinaires, des problèmes de santé, et que ça lui faisait mal, et que du coup elle a décidé de changer d'endroit pour essayer à un autre endroit. Donc ça, il faut voir. S'il y a de la malpropreté, en général, si elle a modifié ses habitudes pour aller faire pipi, s'il y a un petit peu de sang dans les urines, ou si elle fait pipi 10 fois par jour, il faut voir un veto pour voir si elle n'a pas tout simplement une cystite. Donc avant ça, mettre du terreau dans la litière, c'est la petite astuce, a priori, ça se tente. Que ça coûte rien, ça se tente, ça peut. D'accord, merci. Une nouvelle question de Diego cette fois. Bonjour, j'ai un jeune berger allemand. Quel type de jouet puis-je lui acheter pour le divertir à la maison? Alors, tout. tout. Il y en a plein. Alors, un berger allemand, c'est un chien qui va avoir besoin de beaucoup d'activités à l'extérieur. Mais quand on le laisse tout seul à la maison et quand il est jeune, il faut faire attention à ce qu'il ne fasse pas de bêtises. Donc effectivement, il faut lui laisser des jouets. Le plus important, il y a 2 critères. Le premier, c'est un critère de santé, c'est qu'il ne doit pas détruire les jouets et les ingérer. Ça, c'est vraiment une problématique sur un gros chien, un gros berger allemand. La plupart des petits jouets ne sont pas toujours forcément très adaptés. C'est vraiment une question de gabarit et de mâchoire. Donc il faut faire attention là-dessus. Ceux qui font du bruit, ça peut être marrant, pour les voisins, pas forcément. Donc ça, à choisir. Le plus important, c'est qu'il ne se blesse pas, qu'il n'avale pas de morceaux de jouets. Et donc, il y a certains jouets, il y a des marques spécialisées qui sont des jouets qui sont très résistants. Et le deuxième critère, c'est qu'ils jouent avec les jouets. Encore une fois, c'est pas parce que nous, humains, on a décidé que ça, c'était un jouet, que pour le berger allemand, en l'occurrence, peut-être que lui, il va le regarder, il n'y a pas d'odeur intéressante dessus, ça ne représente pas quelque chose de sympa forcément immédiatement pour lui. S'il ne joue pas avec, ça ne sert à rien. Donc il faut en essayer plein, il faut faire des roulements de jouets, il faut avoir un gros coffre comme pour les gamins, les enfants, et il faut en donner 2 ou 3 et les changer régulièrement. Mais utiliser ceux qu'il aime bien, ceux qui sont à base de nourriture, les gros os en peau de buffle, ça peut être très intéressant. Il faut en prendre de grandes tailles pour qu'ils passent beaucoup de temps à mâchouiller. Et il y a des jouets aussi qui sont très résistants où on peut mettre de la nourriture à l'intérieur. Et ça peut être une astuce, un enrichissement de l'environnement encore une fois. Au lieu de lui donner à manger dans sa gamelle qui va ingurgiter en 3 minutes juste avant de partir, ce que vous pouvez faire, c'est mettre sa nourriture mélangée avec un petit peu de pâté, un petit peu de vache qui rit ou autre, dans ces jouets-là pour qu'il passe 1 heure, 1 heure et demie à lécher à l'intérieur du jouet, le mâcher pour faire ressortir un petit peu de bouffe. Et là, pendant 1 heure et demie, votre chien il va être focalisé sur 2 ou 3 jouets très intéressant, très appétissant. Au bout d'1 heure et demie, il aura mastiqué, il aura bien mangé, il va dormir. Il ne fera plus de bêtises. D'accord. En plus, c'est un jouet qui l'occupe quand on n'est pas là. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Une nouvelle question de Mimi29. Ma chatte a 9 ans et depuis qu'elle est petite, elle a tendance à se jeter sur la gamelle et à manger très vite. Et après, à tout vomir. Je suis obligée de la couper quand elle mange ou alors de lui mettre la gamelle avant de partir. À quoi peuvent être dus ces vomissements et fringales? Alors, pour les vomissements, ça, je ne peux pas le dire. Donc, c'est une minette de 9 ans, elle l'a toujours fait. Il faut savoir, au point de vue médical et véto, s'il n'y a pas un souci de ce point de vue-là. Par contre, pour le côté compulsif sur la nourriture, si elle le fait depuis toujours, c'est que peut-être, probablement, c'est une minette qui ne sort pas. Je pense, Mimi, peut-être qu'il n'y a pas de sortie et que du coup, dans son environnement, dans sa journée, il y a les câlins avec sa maîtresse et il y a la gamelle du matin, la gamelle du soir. Donc, elle se jette dessus. Et c'est très difficile de réguler ça. Et c'est peut-être pour ça qu'elle se fait vomir, c'est que vraiment, elle se goinfre. Encore une fois, c'est de l'enrichissement de l'environnement. Plutôt que de lui donner ça en 2 minutes dans une gamelle, il faut lui donner, il y a plein de systèmes pour distribuer les croquettes petit à petit pour les chats. Soit des balles distributrices, c'est-à-dire on met la ration de la journée ou même pour la ration de 2 ou 3 jours dans 2 ou 3 balles distributrices.
et il y a des tout petits trous, et il faut que le chat tape dedans, le fasse rouler pour manger une croquette à droite, à gauche, etc. Et ça convient pour lui donner sa ration Alors, journalière? Oui, et on jette la gamelle, qui ne sert à rien, c'est l'anthropomorphisme, la gamelle, manger dans une gamelle. Un vrai chat, dans la vraie vie et dans la nature, et quand ils peuvent sortir, ils se nourrissent en mangeant 10, 15, 20 fois par jour. Un petit papillon, une petite chenille, une sauterelle, une souris, mais ils chassent pendant toute la journée. Le budget temps d'un chat, c'est de chasser pendant 6 à 8 heures par jour. 6 à 8 heures par jour en été, un petit peu moins en hiver. D'accord ? Et nous, dans un appartement, on lui offre 2 minutes de chasse qui n'en est pas le matin et 2 minutes de chasse le soir. Donc, il y a un décalage là-dessus et c'est pour ça que ça devient compulsif. En lui redonnant la possibilité de chasser, picorer toute la journée, probablement qu'elle va être un petit peu moins impulsive sur ses nourritures. Mais il y a plein d'aménagements. Il y a des petits puzzles où elle doit tirer des tiroirs pour prendre des jouets. Il y a des grands plateaux avec des picots. On met les croquettes dedans, elle est obligée d'aller chercher les croquettes une par une entre des petits picots bien resserrés. Et ça lui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup de dépenses mentales. Très bien. Alors, on va passer à la question de Samy. Mon chien est presque toujours malade en voiture. Y a-t-il quelque chose à faire pour éviter cela? Alors, malade, je pense qu'il doit avoir la nausée, peut-être il bave, peut-être qu'il vomit. La plupart du temps, c'est ça. Si c'est depuis toujours, dans la nausée, il y a deux choses. Il y a vraiment le côté modification de l'oreille interne, le fait de rouler, le fait d'avoir vraiment, entre guillemets, le mal de mer pour ce chien. Et ça, c'est compliqué à gérer. Si c'est vraiment ça, en général, il faut donner un petit médicament anti-vomitif 1 heure avant. Qui se trouve chez le vétérinaire, à la pharmacie? Chez le véto, ouais, c'est sur prescription. L'autre possibilité, mais c'est toujours un petit peu lié, c'est que si ce chien il a toujours été malade en voiture, peut-être qu'il appréhende la voiture. Éventuellement, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est un test, hein, ça coûte rien, c'est d'essayer de voir si ce chien, quand on le met dans la voiture non roulante, sans démarrer, s'il se met déjà à baver. D'accord, un peu le tester. Voilà, et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas le déplacement, c'est pas le véhicule, c'est pas le mal de mer qui le rend malade, c'est qu'il appréhende, qu'il a peur d'avoir la nausée parce qu'il a toujours eu la nausée. Et dans ces cas-là, il faut le réhabituer. On peut le désensibiliser à la voiture en passant du temps dans la voiture ou à côté même de la voiture avec lui. Donc ça demande un petit peu d'investissement en temps. Éventuellement, il faut se faire aider d'un éducateur canin qui sait faire des désensibilisations. Alors on peut désensibiliser à plein de choses. La plupart du temps, c'est sur la peur, sur la présentation congénère dont on a parlé. Mais on peut se désensibiliser à avoir la nausée en voiture, juste en passant des bons moments, en lui donnant un petit peu à manger à côté de la voiture, ensuite dans la voiture, en prenant un bouquin et en allant lire dans sa voiture avec son chien pour qu'il passe un bon moment, pour qu'il change sa vision de la voiture. Et petit à petit, après la fois suivante, au bout de quelques semaines, quand le chien est vraiment à l'aise et qu'il dort dans la voiture, on met le moteur en marche et on lit 5 minutes. Et ensuite, on va faire une toute petite balade, juste pour aller chercher le pain ou juste pour refaire un créneau, etc. Et petit à petit, on fait ça. Ok, donc avant d'en arriver à la prescription médicale, on essaye de le mettre dans une voiture non roulante. Voilà, et on voit si ça lui provoque de la nausée à l'avance. D'accord. Alors, nouvelle question de Bernard, cette fois. Notre grand chien âgé de 10 ans a été opéré d'une tumeur aux testicules et à l'estomac. Il développe des cellules cancéreuses. Quelles précautions à prendre pour son confort au quotidien et son bien-être, sans lui changer ses habitudes, bien sûr? Qu'est-ce qui sera difficile pour la suite pour lui? Bon, alors ce n'est pas une question très rigolote. Hein, ce pauvre petit chien, donc il a plein de problèmes de santé. Le plus important pour lui, c'est d'essayer de voir, c'est de l'observer. Il n'y a pas de règle fondamentale. Ne connaissant pas ce chien, je ne sais pas encore ce qui est bon pour lui. Mais l'observer et être à l'écoute de ses demandes. D'accord ? Et par exemple, en termes d'alimentation, comme il a eu, si j'ai bien compris, aussi une grosse opération à l'estomac, il ne faut pas hésiter. Alors, il y a des nourritures un petit peu spéciales qui sont hyper digestibles, qui vont l'aider à bien assimiler sans avoir mal à l'estomac, sans vomir, sans avoir de problèmes digestifs. Mais il ne faut pas hésiter non plus à essayer de faire une ration ménagère. C'est-à-dire, si on peut, par exemple, et si ce chien il est gourmand, parce que probablement, peut-être qu'avec l'évolution de la maladie, je suis désolé, hein, c'est très triste, hein, mais peut-être qu'avec l'évolution de la maladie, il aura du mal à s'alimenter, peut-être qu'il va maigrir un peu et qu'il sera un petit peu plus difficile. Peut-être que lui donner
une ration équilibrée, mais faite soi-même avec avec du poulet, etc. Ça peut l'aider. Et tant qu'il continuera à manger et à avoir un bon appétit, eh ben, il aura un confort de vie et c'est ça le plus important, je pense. La ration, vous pouvez la faire par votre véto, ou sinon il y a des sites internet dirigés par des nutritionnistes vétérinaires, parce que là, pour le coup, c'est un animal qui a une vraie grosse maladie. C'est pas une ration à faire au hasard. Il faut que ce soit un spécialiste qui fasse une ration ménagère, mais qui peut vous dire qu'est-ce que vous avez à la maison tous les jours, des pâtes, du riz, du poulet, du jambon, etc. Et vous faire une ration précise avec ce que vous avez à la maison, vous faire 2-3 rations différentes pour pouvoir varier un petit peu. Et pour soulager la douleur de cet animal, il y aurait quelque chose à faire peut-être ? S'il y a de la douleur, il y a plein de médicaments, mais ça c'est le vétérinaire traitant qui au jour le jour verra quels sont les facteurs limitants de ce chien, soit l'appétit, soit la douleur, soit plein d'autres choses. Et on adaptera à ce moment-là les éventuels traitements, soit anti-inflammatoires, soit il y a des morphiniques maintenant qu'on peut avoir en injectable chez les vétérinaires qui peuvent aider à passer des caps difficiles sur les post-opératoires, etc. Bah, merci beaucoup pour cette question pas forcément facile. Pas facile. Une nouvelle question de CB. Bonjour, comment empêcher mon chat de faire ses griffes sur la tapisserie ? J'ai accueilli cette chatte de 8 ans environ suite au décès de ma belle-mère dernièrement. Elle a donc changé de maison et d'environnement et elle griffe à plusieurs endroits différents. Merci. Ok. Alors, l'empêcher de faire ses griffes, c'est très difficile parce que ça fait partie des besoins qu'ont les chats de griffer, de tirer. C'est vraiment un comportement normal pour le chat. C'est indésirable pour nous, mais ce n'est pas un comportement anormal. C'est d'autant plus logique pour un chat qui vient d'arriver dans un nouvel environnement, parce qu'on considère que ça participe d'une sorte de marquage visuel pour un chat, de mettre ses griffes, et éventuellement aussi olfactif. On dépose certaines odeurs. Ce qui est très difficile, c'est que donc il faut qu'elle le fasse dans son nouvel environnement. Il ne faut pas hésiter à essayer d'orienter ce comportement. En général, c'est très souvent sur des angles, sur des montants de porte, par exemple, ou sur la fameuse tapisserie. des montants de fauteuils, ou sur des coins de table, par exemple, où vous allez voir le chat qui va venir se frotter comme ça. Là, pareil, c'est pour déposer des odeurs apaisantes partout. Donc, il ne faut pas hésiter aux endroits où elle va griffer à mettre un griffoir. D'accord. C'est bête, mais si elle a envie de le faire, vous mettez un griffoir, non pas horizontal, mais bien vertical. À cet endroit-là, peut-être que c'est là qu'elle préférera le faire. Ça peut diminuer avec le temps, mais il faut lui offrir des supports de griffoir et éventuellement lui mettre des arbres à chat avec de la corde autour pour qu'elle puisse faire préférentiellement ses griffes dessus. Et si vraiment il y a des meubles qui sont très précieux et sur lesquels vraiment il ne faut pas que le chat fasse ses griffes, si vraiment il y a plein d'autres endroits, d'autres possibilités qu'on lui offre pour faire ses griffes et qu'on veut en retirer une, pas 25, on peut mettre le petit pchit dont je vous parlais avec détecteur de mouvement pour qu'il s'en écarte. Mais à aucun moment, il est question de mettre le pchit devant tous les meubles et d'en mettre 25 à la maison. Ça serait invivable même pour le chat. Dès que le chat bouge, il se prend un pchit. Effectivement, il ne griffera pas, mais il sera super stressé, super anxieux. Donc il faut lui offrir la possibilité de le faire et éventuellement restreindre un endroit particulier, mais pas plus. D'accord. Alors, on va bientôt arriver à la fin de ce live chat. Il ne nous reste plus que 3 questions. Alors, celle d'Héloïse, premièrement. Bonjour Antoine. J'ai un jeune caniche abricot. À quel rythme dois-je le laver pour ne pas lui abîmer la peau, mais qu'il reste propre ? Merci de vos conseils. Alors, s'il n'a aucun problème de peau, en général, on peut faire des shampoings toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, si vraiment on veut qu'il soit très beau et qu'il sente très bon. Il faut juste choisir des shampoings qui soient bien adaptés. D'accord. C'est-à-dire que les chiens n'ont pas du tout la même peau, pas le même pH, etc. Donc il faut que ce soit des shampoings qui soient pour les animaux. Et si on se rend compte, par exemple, qu'en faisant des shampoings tous les 15 jours, il commence à avoir un petit peu de pellicule ou qu'il se gratte un peu après le shampoing, à ce moment-là, il faut choisir des shampoings pour les peaux un peu sensibles. Il y a plein de gammes de différents shampoings pour les peaux très sensibles. Sur des animaux qui ont des problèmes de peau,
alors pour le coup spécifique, Ouais. des vrais problèmes de peau, des peaux allergiques ou autres, il y a certains chiens pour lesquels on prescrit 2 shampoings par semaine. D'accord. D'accord? Mais ce sont des shampoings qui sont spécifiques et qui vont permettre au contraire de nourrir la peau et de bien l'hydrater. Puis là, on est dans la prescription vétérinaire. Là, c'est de la prescription, oui. Mais voilà, il y a des shampoings qu'on peut utiliser 2 fois par semaine. Il faut vraiment que ce soit des shampoings qui soient nourrissants, hydratants, avec des sphingolipides pour bien garder le film de la peau intact. Mais sinon, tous les 15 jours. On peut commencer tous les 15 jours, oui. Et surtout pas les shampoings pour humains. Non, D'accord, à proscrire. ça risque d'irriter la peau. D'accord, merci. Alors, une nouvelle question de Gilles. Est-ce que je peux donner des gourmandises à mon chien? Alors, Ah ah. Gilles. Qu'est-ce qu'une gourmandise? Alors, ça dépend ce qu'est une gourmandise, mais ça va reprendre un petit peu ce qu'on disait pour les restes de table. Les gourmandises, oui, mais sans excès. Si c'est du saucisson, une petite rondelle à droite à gauche, pourquoi pas, mais 2 saucissons par jour, ça va être Oui. dans l'excès, il va être malade évidemment. S'il n'a pas de problème de surpoids, vous pouvez lui donner des gourmandises, mais par exemple, lui donner pour le récompenser d'un bon comportement, quand il est resté au calme, quand il s'est bien comporté pendant une balade, ou quand il a croisé un congénère en laisse D'accord. sans aboyer. Une fois que c'est fini, on peut le récompenser, par exemple. Donc là, c'est plus de la gourmandise, c'est de la récompense. Mais on peut le faire. Beaucoup de systèmes d'éducation sont basés sur la récompense, etc. Après, la gourmandise gratuite, le matin, parce que pendant qu'on prend son petit déjeuner, on aime bien que son chien soit en train de grignoter quelque chose à côté, ça pose pas de problème. Encore une fois, attention à l'apport nutritionnel. Et surtout, quel est le tempérament du chien vis-à-vis de la nourriture? Est-ce qu'il va venir réclamer? Et le chien qui monte sur la table pour réclamer Oui. à manger, ça pose problème. Et dans ce cas-là, il vaut mieux mettre un cadre un petit peu plus strict sur ces récompenses-là. Mais ça dépend vraiment du tempérament du chien. D'accord, alors il faut vraiment que le maître reste, pour le coup, maître de Voilà, ces gourmandises. exactement. Alors, c'est allé très vite, c'est déjà la dernière question. Et cette dernière question, elle est de Lucius. J'ai un chien qui a 12 ans et qui a toujours été assez actif, mais je ne veux pas trop le fatiguer. Combien de temps doivent durer les balades? Et y a-t-il des colliers ou laisses plus appropriés pour les vieux chiens? Merci à vous. Alors, c'est une question qui est très intéressante et très complète. Il me manque juste la race de ce petit chien. Parce que un berger allemand de 12 ans, c'est pas la même chose qu'un caniche de 12 ans. En termes d'âge déjà, c'est-à-dire qu'un berger allemand de 12 ans, c'est un vieux chien, c'est un senior. D'accord. Il aurait 80 ans en âge humain, par exemple, alors qu'un caniche de 12 ans, il aurait une soixantaine d'années. Ah oui, il y a une réelle Donc, différence. c'est pas tout à fait la même chose. Les espérances de vie, hélas, sont beaucoup plus courtes sur les grandes races. Donc, ce 12 ans, j'ai du mal à dire comment, à l'interpréter. Après, pour les balades, le plus important, encore une fois, c'est d'observer le chien. Est-ce qu'il a envie? Est-ce que ça lui fait plaisir? Est-ce qu'il est partant? Est-ce qu'il est avenant? Est-ce qu'il a lui envie de se balader? Ou est-ce qu'il est derrière et qui traîne la patte? Et c'est l'observation en fait qui va vous faire dire on peut continuer la balade, ou ça lui fait mal, ou il en a marre, ou ça ne l'intéresse pas, ça ne le stimule pas. Donc c'est plutôt ça en fait qui va être intéressant. Et du coup dans ce cadre-là, il y a aussi quelle balade? Parce que la durée c'est une chose, mais il y a des chiens, pour certains chiens, se balader 5 minutes dans la rue en centre-ville en laisse, bon, ça les embête, ils savent qu'ils doivent faire leurs besoins. Pour les chiens un peu casaniers, ils font leur pipi, leurs besoins, et ensuite ils ont envie de rentrer à la maison. Il y a certains chiens, quand il pleut, qui se baladent en centre-ville, ils font leurs besoins dès qu'ils sont sortis de la maison et ils ont envie de rentrer après. Ils rentrent spontanément. Un petit peu comme nous. Un petit peu comme nous. Mais on ne fait pas pipi dans la rue Non, normalement. c'est après pour la sortie. En revanche, il y a d'autres chiens. Une petite précision, désolée de vous couper, c'est un labrador. C'est un labrador de 12 ans. Okay. Voilà. Donc, ouais, ça commence à être un petit papy. Donc, il faut bien l'observer. Et donc, comme je disais, 5 minutes dans la rue, ça peut ne pas du tout le motiver. Alors que 5 minutes au bois avec des copains chiens, là, ça peut être pour lui beaucoup plus attrayant. Donc, vraiment, il faut regarder s'il est motivé, s'il va vers des congénères, s'il est devant pour aller explorer, renifler, se balader, ou s'il se couche et s'il reste dans son coin. Donc, c'est vraiment par l'observation qu'on va pouvoir voir des choses comme ça. Alors après,
ça dépend de son état de forme, mais une grande balade de 3/4 d'heure, et on voit un peu après comment ça se passe, et voir si le lendemain, il n'a pas de rhumatismes qui se sont réveillés. 3/4 d'heure, c'est une grande balade pour un labrador de 12 ans, par exemple. D'accord. Et s'il n'a pas du tout envie de sortir, comment faire pour le motiver? Alors, si c'est tous les jours qu'il n'a pas envie de sortir, il faut voir à 12 ans, il faut voir s'il n'y a pas un souci de santé qui le gêne derrière. Est-ce qu'il n'est pas malade? Est-ce qu'il n'est pas très fatigué par un problème de rein, un problème de foie? Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver à 12 ans. Et bien considérer les problèmes arthrosiques. Alors, j'y pense parce que c'est un labrador qui peut avoir des problèmes d'articulation et de hanches. Mais effectivement, voilà, est-ce que c'est la douleur des hanches qui fait qu'il n'a pas envie de se balader parce que ça lui fait trop mal? Auquel cas, par exemple, des traitements, des chondroprotecteurs ou des anti-inflammatoires, du jour au lendemain, ça peut l'aider à reprendre un petit peu d'activité. C'est déjà fini, Antoine. Alors, merci pour toutes vos réponses. Merci à vous. Est-ce que vous auriez un petit mot pour conclure? Pour conclure, il faut savoir respecter les besoins de ces animaux. En voulant bien faire, des fois, on oublie un petit peu, mais enrichir leur activité, sortir, jouer avec eux. N'hésitez pas, profitez de vos animaux et enrichissez leur environnement. Et n'oubliez pas qu'ils sont tributaires de vous, donc offrez-leur plein de choses, plein d'espace, plein de copains. Merci beaucoup Antoine, et puis merci à vous tous pour toutes ces questions. Dans les jours à venir, vous pourrez retrouver ce dialogue en live sur Internet, et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de prochains événements en direct sur la web télé de Leclerc et vous. Bonne journée.